Merci beaucoup. Bon, donc la discussion est ouverte. Il y a, je pense, pas mal de questions qui sont posées, parce qu'il y a quand même des choses tout à fait nouvelles, voire radicales, je dirais, qui ont été évoquées. Et donc, quelles sont les questions de la salle ? De la lumière, s'il vous plaît, dans la salle. Ok, bonjour à tous. Cédric, je suis infirmier anesthésiste dans l'armée et je suis en reconversion dans le libéral. Je suis soignant, donc j'ai des solutions, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas le temps nécessaire. Donc sur la formation des professionnels de santé, je suis d'accord avec vous, qu'on n'est pas assez formés, mais le gouvernement diminuer les effectifs. Alors comment soigner une douleur aiguë quand un infirmier est seul dans un service de 30 patients, qu'il a un gros pansement à faire d'1h30 et puis donc qu'il y a un patient comme vous là qui dit qu'il n'a pas eu donc de morphinique ou enfin qui n'a pas eu un autre traitement pendant 1h30. Mais l'infirmier il est tout seul. Moi je ne vois pas du tout comment il peut faire. Je suis formé à l'hypnose, je suis formé à l'EFT, j'ai plein de solutions, mais il faut nous laisser les moyens. Là, après, la deuxième chose, l'écoute active, je suis d'accord, j'ai été formé à l'hypnose ericksonienne, donc l'écoute active, c'est écoute, écoute et écoute, donc je suis complètement d'accord. Le problème, c'est que la formation, moi je me suis formé, j'ai demandé la formation 5 ans à mon hôpital, ça a été refusé enfin, pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, je me la suis payé moi-même, 5 000 €. En 2012, mon épouse a fait un AVC, donc je suis complètement dans la douleur chronique, je suis en plein dedans. Elle est reconnue donc adulte handicapée, mais dans son boulot, elle n'est pas du tout reconnue. Donc elle est reconnue auprès des soignants, mais les soignants ne lui proposent rien. Et dans son boulot, les gens, c'est pas une douleur qu'on voit, c'est une douleur qu'on appelle le fantôme. Donc son employeur ne comprend pas, les employés autour d'elle ne comprennent pas, pourquoi tu avances pas, pourquoi tu as du mal. Et moi, je suis son mari et j'arrive pas à faire ce qu'il y a à faire. Donc je ne peux pas la soigner. Il est allé voir un psychologue, un psychiatre, mais ça ne lui va pas. Ouais, je tremble un peu, j'ai un peu de stress. Est-ce que vous pouvez nous préciser la question ? Après l'échec thérapeutique, vous en parliez, monsieur, l'échec thérapeutique, l'intérêt de la thérapie donc non médicamenteuse. Moi, je suis à fond là-dedans. Je me forme à l'hypnose, je fais de l'EFT, je fais du shiatsu, je commence à le shiatsu. Mais le problème, c'est quelle place enfin, actuelle laissée par les médecins et par l'État. Moi, je me forme, là, je sors de 2 jours pour faire infirmier libéral. Pour faire infirmier libéral, tu n'as pas le droit de faire d'hypnose. Ce n'est pas reconnu par l'Ordre national des infirmiers. Donc, si je veux faire de l'hypnose, je dois ouvrir un autre cabinet avec une autre plaque. Quel intérêt d'avoir fait de l'hypnose ? Et la dernière chose, et après, je laisse la parole à un autre. La dernière chose, on dit que c'est de l'humain. Qu'en est-il des professions, qu'en est-il des pools infirmiers qui se développent dans tous les hôpitaux ? Donc l'infirmier peut être mis du jour au lendemain d'un service à un autre, donc il ne suit pas du tout son malade. Son malade, il le suit une journée, le lendemain, il va voir un autre malade. Donc comment est-ce qu'on peut créer une relation de confiance avec un malade si on ne le suit pas ? Voilà, c'est tout. Merci. Thomas Sagnier voulait apporter que... Je ne sais pas si vous le formuliez en forme de question, mais j'avais envie de vous dire plusieurs choses à propos de ce que vous venez de dire. Sur le fait d'être seul. Moi, je crois que... j'entends ce que vous dites, mais je me dis qu'à l'hôpital, quand même, on n'est jamais totalement seul. À un moment donné, il y a toujours une possibilité de se référer à une équipe qui est là. Donc, et puis, il y a des bonnes pratiques hospitalières ou des bonnes pratiques de service qui permettent de se référer, d'identifier, de rendre compte qu'un malade, qu'une personne a une douleur et qu'elle doit être prise en compte. Donc j'entends bien la question du temps, et c'est vrai qu'il peut y avoir ces expériences comme les miennes, mais je pense qu'il y a quand même des organisations qui permettent de répondre. La deuxième chose sur quelle place aux alternatives, moi je crois profondément que
l'éducation thérapeutique permet justement de travailler au-delà de la question qui fait quoi, qui a droit de faire quoi, permet de travailler ces questions. Et c'est pour ça que je mettais en avant le fait que c'est très important qu'il y ait évidemment de l'éducation thérapeutique spécialisée douleur, mais c'est très important que dans les programmes d'éducation thérapeutique autour des pathologies, la douleur soit intégrée dans les programmes d'éducation. C'est essentiel parce que, en fait, c'est un des éléments majeurs dans la prise en charge des maladies chroniques et elle n'est pas suffisamment entendue. Et c'est pour ça que l'importance d'intégrer des patients dès la conception des programmes d'éducation thérapeutique. Parce que, comme vous le savez tous, la douleur, pour l'autre, c'est quelque chose de très hypothétique. C'est quelque chose qui n'est pas sensible. Tout le monde sait qu'on peut avoir mal. Donc, d'une certaine manière, cette universalité baisse, j'allais dire, le niveau d'urgence. Or, la réalité, c'est que quand on est malade chronique, en plus de la question de la maladie, on doit faire face à la question de la douleur. Et c'est psychiquement, intellectuellement, mais aussi au quotidien, ça la pèse énormément. Donc, je vois, moi, deux axes majeurs. Ça ne répond pas totalement à votre question, mais j'espère au moins que ça ouvre des portes pour des collaborations. Il y a une autre élément de réponse. Ouais, je vous dis un nouveau petit truc. Attendez, je vous écoute. On va essayer de ne pas faire de dialogue parce que je pense qu'il y a d'autres questions. Moi, je peux rien faire, je suis infirmier. Voilà. Ok. Alors, je voulais répondre quand même sur l'aspect des pratiques parallèles. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on constate que la plupart des usagers... Vous m'entendez? Allô? Voilà. Vous m'entendez mieux? Voilà, excusez-moi. Aujourd'hui, on constate que la plupart des usagers font appel à des thérapeutiques complémentaires. Moi, j'appelle ça complémentaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur uniquement du médical ou une relation, on va chercher à côté et on fait évoluer aussi le médecin avec qui on travaille. Moi, je me suis aperçu, c'était là où j'étais suivi, ça fait évoluer les pratiques médicales. C'est-à-dire qu'au début, c'était réticent, après, il fallait accepter, après, il y a eu des introductions d'hypnose, puis il y a eu des essais sur tout ce qui était acupuncture. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que c'est le patient, donc l'usager, qui va décider ce qu'il fait. Il va respecter la ligne médicale, et encore, si les médicaments qu'il prend conviennent et s'il est en adéquation, parce que dans l'échange qu'il a eu avec le médecin, il est en confiance et il comprend pourquoi il le fait, mais il va automatiquement, moi je le vois de plus en plus, c'est devenu une banalité, ostéo, hypno, etc., sont en train de se développer parce que aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la douleur uniquement de manière précise. On doit globaliser. Quand je dis qu'il faut tenir compte de la sphère biopsychosociale, c'est justement qu'il faut travailler sur plein d'aspects. Et si on reste que sur le côté médical, on reste encore dans un domaine de professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le grand combat que mènent les usagers, dont les patients, dont les représentants, etc., c'est de faire bouger cette ligne en disant on ne s'arrête pas sur un type de traitement ou c'est une façon de prendre les gens. On globalise, on essaye plusieurs choses en même temps, on combine pour trouver ce qui permet de soulager un tout petit peu. Et je vous souhaite bonne chance pour votre femme. D'autres questions? Oui, bonjour, Oui. Elisabeth Collin. Vous m'entendez? Non, il y a quelqu'un derrière. Elisabeth Collin, à la consultation de la douleur d'Avicenne. C'était plus un commentaire et finalement ça a été un petit peu répondu. On n'entend pas.
Ah, c'était plus un commentaire, mais l'éducation thérapeutique. On n'entend douleur, toujours pas. Toujours pas? Oui. Pas. Là, comme ça? Comme ça? Allez-y, Ouais. allez-y, on va essayer. Je voulais un peu, oui, voilà, faire un commentaire sur l'éducation thérapeutique douleur, et c'est vrai que vous avez complètement raison, c'est vraiment fondamental. C'était juste une anecdote à rapporter, c'est qu'à la Pitié-Salpêtrière, où on était avant, et on avait un programme d'éducation thérapeutique avec le docteur Couteau, on a proposé notre module douleur aux 37 ou 38 programmes d'éducation thérapeutique par pathologie ou diverses et variées, et qu'on aurait fait, nous, pour se raccrocher à tous ces programmes d'éducation thérapeutique, et personne, finalement, ne l'a pris. Bon, c'est vrai que c'est un combat, parce que c'est fondamental, voilà. Et concernant les méthodes, les approches complémentaires, vous avez complètement raison, et donc vous avez très bien dit, votre intervention était formidable, mais la prise en charge de la douleur dans les centres ou structures de prise en charge de la douleur chronique, il faut quand même le dire, c'est quand même l'aspect global qui est priorisé. Alors c'est bien que... Voilà. Et que les approches complémentaires, c'est évidemment complémentaire, mais ça n'a de sens que si le patient s'approprie les techniques. Ça a été montré dans plein d'études. C'est finalement pas l'efficacité d'une approche telle ou telle, et c'est pas vraiment un combat, c'est l'appropriation par le patient de son traitement et voilà, dans sa vie. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Vous pour. m'entendez? Ah non, c'est. Ah, On va faire en chœur. On va faire en on fait en chœur. chœur. Allez-y, madame. Bonjour, je suis infirmière référente douleur dans un petit établissement. Vous m'entendez? Oui. Dans un petit établissement périphérique en Auvergne. Et justement, on parle de la douleur chronique rebelle. Donc, je suis infirmière référente douleur et nous avons créé le CLUD en 2008 dans notre établissement. Et nous voulions aller au-devant des usagers, justement, et du public. Déjà montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire sur la douleur dans notre établissement. Et nous avons organisé des stands, notamment pour la Journée mondiale de la douleur, qui a lieu toujours le troisième lundi du mois d'octobre. Et nous nous sommes aperçus que beaucoup de gens de toute la région locale de notre établissement venaient nous voir et venaient comme si c'était une consultation douleur. Donc on a vraiment remarqué qu'il y avait une demande par rapport à la prise en charge de la douleur chronique rebelle. Il existe un centre de recherche et d'études sur la douleur sur Clermont-Ferrand. Nous sommes à plus de 40 km. Et en fait, la demande pour avoir une consultation, un délai de 8 à 9 mois. Donc notre médecin, qui est anesthésiste, a fait sa capacité douleur et propose maintenant une consultation douleur chronique rebelle. Alors ma question, c'est comment valoriser notre travail, c'est-à-dire que maintenant on se retrouve avec un médecin, une psychologue, un kiné, moi-même en tant qu'infirmière. Nous faisons donc, le médecin fait la consultation et après propose certains soins. Le problème, c'est que notre directeur, je comprends aussi au niveau finance, il veut essayer que ça rapporte de l'argent. Et malheureusement, j'ai peur qu'il arrête notre activité parce qu'en fait, la consultation, il n'y a que la consultation médicale qui rapporte 23 €. Voilà, je voulais savoir comment on pouvait motiver notre directeur et si vous avez des arguments pour m'aider à continuer. Voilà. Là, en effet, vous posez le problème de la labellisation des structures douleurs, maintenant, qui répondent à des cahiers des charges très précis. Et en effet, quand on démarre, c'est très complexe, parce qu'en effet, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait des entrées financières, des choses comme ça. Et là, il faut en effet se mobiliser. Enfin, je n'ai pas de recette magique, mais en tout cas, vous avez bien montré que les besoins sont réels. Et je pense qu'en effet, c'est faire aussi montrer auprès de l'ARS, de votre interlocuteur de l'ARS,
que vous répondez à des besoins et qu'en effet, ils méritent d'être couverts. Et peut-être qu'il y a besoin pendant 1 ou 2 ans que le déficit budgétaire, puisque probablement il y aura un déficit budgétaire à la clé, soit couvert pour que vous puissiez faire vos preuves. Je pense que là, il y a aussi peut-être matière à faire intervenir les patients pour vous soutenir, notamment notre association. Donc, moi, je suis directrice de l'association francophone pour vaincre les douleurs. On a soutenu une consultation douleur à Blois, pour ne pas la nommer, qui menaçait de disparition. On a aidé, on a fait des courriers, on a essayé de rassembler des témoignages pour dire qu'il fallait absolument que la consultation perdure. Donc je pense que là, il y a une notion aussi de file active qui nous plaît pas toujours, mais dans le cas présent, si ça permet de favoriser le démarrage de la structure, il faut de la file active, il faut communiquer auprès des médecins traitants de la région pour dire que la structure existe, mais j'imagine que vous ne manquez pas de patients. Moi, je rajouterais juste, c'est s'il y a une demande et que cette demande est réelle et qu'elle correspond à des besoins des populations, j'allais dire, c'est notre rôle commun de faire valoir auprès des pouvoirs publics qu'elle mérite un financement, mais elle doit répondre aussi à un cahier des charges et d'enjeux de qualité et de sécurité des soins importants. Voilà, je veux dire, je ne doute pas un seul instant que vous répondiez à ce cahier des charges potentiel. Mais le dialogue avec l'ARS est très important et je pense qu'il faut faire remonter cette question auprès de l'Agence régionale de santé. J'aimerais apporter un élément de réponse, je suis là, étant représentante de la Société Douleur, sur ces problèmes autour des structures et de la pérennisation, de la création des structures douleur. Ce n'est pas seulement une histoire d'ARS, ça se passe au-dessus. L'ARS ne fait que redistribuer les budgets en fonction des labellisations qui ont été décidées par le ministère. Donc il faut remplir ce cahier des charges qui a été revu l'année dernière avec des nouveaux critères, pas simplement de file active, on a retravaillé de façon différente pour toujours proposer des structures de qualité et maintenir ce qu'on appelle une prise en charge plurielle, c'est-à-dire avec des médecins, des infirmiers, des psychologues, peut-être des kinés, ça serait même bien que les kinés intègrent et même les patients. Mais dans le patient, il est au centre chez nous. Je ne mets pas en doute le fait qu'il soit toujours au centre, mais à force d'être au centre... On l'oublie. Voilà, parce que la réalité... Tour. Non, mais c'est très... Ce que je dis, j'ai l'air d'être comico-torrent en faisant ça, mais en fait, la réalité, c'est que, je pense que de plus en plus, la question de la valorisation de ces programmes et de ces actions sera facilitée par l'intégration de patients dans les comités de pilotage et d'organisation sur ces travaux-là. C'est-à-dire que je suis persuadé de l'importance que c'est entre guillemets, un moyen aussi de valoriser l'action qui est menée. 2, je pense que ça permet aussi de faire en sorte que les actions d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique correspondent plus exactement aux besoins des patients, même si je ne remets pas du tout en cause le fait que les professionnels de santé sont dans cette capacité. Mais vous rappelez-vous combien la complémentarité dans ce domaine-là, particulièrement dans ce domaine-là, est essentielle. Sur les financements, effectivement, on s'appuie avec certaines associations de patients qui font partie de la Société Douleur avec lesquelles on travaille de façon de plus en plus liée. N'empêche que les décisions de labellisation sont décidées par le ministère. Il peut y avoir de plus en plus de demandes. Il y aura un budget constant, ce qui veut dire de moins en moins de moyens. Et il y a un risque de fragilisation des structures de prise en charge de la douleur chronique qui est maintenant réel, puisque certaines structures sont en train de fermer. C'est une réalité. On fait tout ce que l'on peut. On travaille forcément avec des associations de douleurs chroniques pour montrer l'intérêt de maintenir ces structures, parce que ces structures non seulement accueillent les patients, mais aussi travaillent sur la formation initiale et continue des professionnels de santé. Donc on a un travail qui est important. Et le deuxième point que je voulais rajouter, c'est qu'à la SFETD, il y a des représentants au sein des ARS, justement aussi pour pouvoir faire remonter et maintenir les structures qui se sont créées. Donc dans votre région, vous avez normalement des représentants
de la Société Douleur qui sont en lien avec l'ARS. Donc mettez-vous en rapport avec eux pour faire remonter vos difficultés. Et peut-être que là, vous aurez plus de réponses et un lien plus direct avec l'ARS pour pouvoir voir ce qui peut être fait et ce qui peut perdurer. Et je n'aborderai pas les problématiques de cotation et de tarification parce que c'est encore très, très compliqué. Voilà. Je voudrais, si besoin est, je voudrais bien confirmer les propos de Madame Berlemont, puisque la FVD est une association partenaire de la SFETD et que nous étions là au moment où on a rediscuté de la labellisation des structures douleurs. Donc voilà, la problématique a été posée. Hein, c'est de plus en plus de patients douloureux chroniques et un budget constant. Donc forcément, il y a des moments où ça coince. Alors on est en tant qu'association de patients, on est reçu au ministère. On est écouté et voilà quoi, hein, on fait ce qu'on peut. On agit toujours aux côtés de la SFETD, c'est vrai qu'on est associé, on a été associé justement, on a contribué au livre blanc de la douleur, on participe à toutes les actions qui nous sont proposées et lors du congrès de la SFETD, on a également un espace de parole qui nous est laissé, puisque là j'interviendrai cette année pendant le congrès sur le programme d'éducation thérapeutique des patients. Donc c'est une possibilité qui nous est donnée. Donc justement ce programme, je prends juste 2 petites secondes pour dire qu'il existe, un programme qui est consacré à la douleur chronique, vivre mieux avec la douleur chronique, c'est son intitulé. Il a été validé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et c'est vraiment un programme qui a été porté par une association de patients. Donc c'est pas juste un mythe, ça existe, on peut y arriver. Je vous cache pas que ça a été un travail particulièrement laborieux et qu'on a eu pas mal d'écueils. Et je voulais profiter aussi de l'occasion puisque j'ai le micro, après je le donnerai à M. Gady qui l'attend avec impatience, pour dire que la co-construction et le co-acteur, l'association de patients peut être co-acteur aussi auprès du CNRD, puisqu'on a participé aussi en rédigeant un des chapitres du nouveau livret des questions sur la douleur. Donc on est co-acteur, on est associé. Par contre, il y a encore du chemin à faire, peut-être sur le terrain. Voilà. Et je passe le micro à M. Gady. Moi, je vais répondre à ce que disait au début Thomas, concernant le plaidoyer. On est tous arrivés à une conclusion au niveau associatif que pour pouvoir convaincre les pouvoirs publics, il fallait faire des partenariats et il fallait avoir un plaidoyer. Vous êtes exactement dans la même difficulté que nous. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous entends parler, c'est qu'est-ce que vous mettez en avant comme critère, qu'est-ce que vous mettez en avant comme solution, qu'est-ce que vous apportez en plus par rapport à un territoire. La notion d'ARS est très importante, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, l'ARS a des projets, a des financements, même s'ils sont plus réduits, concernant la prise en compte des douleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, mener de son côté tout seul un combat, c'est mourir tout seul. Je suis désolé, je le dis franchement, parce que je le vois venir sur plein de sujets. Si on ne s'associe pas patient avec les professionnels, avec les structures, avec aussi bien la ville, parce qu'il y a aussi la notion maintenant d'aller vers la ville, qui est important, eh ben, on aura du mal à mener des projets. Et les projets aujourd'hui au niveau ARS se passent au niveau du fait qu'on parle uniquement de l'ambulatoire. Donc vous avez une place à jouer dedans, mais ne le faites pas tout seul. Faites-le avec les usagers. Merci. Alors moi, je vais prendre la parole pour demander à Mme Turgis 2 questions. Donc vous nous avez bien montré ces formations diplômantes tout à fait innovantes, voire révolutionnaires, hein, quand même, qui sont pas simples. La question, c'est il faut être patient parce que c'est très séduisant ces formations. Comment vous sélectionnez vos élèves, vos étudiants? Et deuxième chose, en effet, c'est quand même ça bouscule pas mal ce que vous avez fait, je trouve. Et donc là, vous nous avez montré le résultat final où c'est quand même presque un conte de fées, mais j'y crois de moins en moins au conte de fées. Et je voudrais savoir un peu les obstacles et les résistances auxquelles vous avez été confrontés et vous êtes confrontés. Donc, il faut être patient, mais si, par exemple, le diplôme d'éducation thérapeutique, c'est patients et soignants ensemble. Le diplôme d'éducation thérapeutique, c'est patients et soignants qui se coforment. Parce qu'en fait, on a 25 patients, 25 professionnels de santé. Donc, on aurait pu décider qu'il y avait le DU, je sais pas, le groupe A, c'était les soignants, et le groupe B, c'était les patients. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est
moitié-moitié dans chaque. Donc ça, c'est intéressant de voir que, et en démocratie et en santé, vous aviez combien de soignants? 2 ou 3? 2 ou 3, d'accord. Et en cancérologie, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. C'est-à-dire si vous voulez venir demain, vous pouvez venir. Alors après, comment... oui, bah c'est une longue histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce dont on dispose en France, c'est-à-dire un dispositif législatif, ce n'est pas opposable. C'est-à-dire globalement, il n'y a rien qui s'y oppose. Ce qu'il faut, c'est négocier avec une université, parce qu'une université, bon, je suis universitaire, donc je sais un peu comment ça se passe. Donc il y a un CEVU, donc il y a un comité d'évaluation des diplômes, enfin il y a ce qu'on appelle pas mal de... Enfin, on ne fait pas un diplôme comme ça. Donc il faut trouver une université et des universitaires qui sont prêts à dire oui, ce diplôme-là sera ouvert au public, parce que quand vous faites un diplôme, notamment les DU, c'est assez facile, c'est les responsables pédagogiques du diplôme qui décident quel est le public. Ben, si vous ajoutez patients, les patients vont s'inscrire. Le problème, par exemple, en éducation thérapeutique qu'on a, c'est qu'on a des coups de téléphone donc, de plusieurs régions. Ils disent, bah, ils nous ont dit que comme public, ce n'est pas écrit patient, donc on ne peut pas s'inscrire. Donc ce qu'il faut, c'est remonter à la base, parce que moi j'aide des universités ou des collègues ou des associations à faire ça, remonter à la base, dans la réunion de comité de création de ce diplôme, est-ce que vous avez pensé à mettre dans le public du diplôme patient, association de patients, ou le mot qui... En général, professionnel, justement, ils l'ont mis, mais c'est parce que ça a été oublié. Mais sinon, non, ça n'a pas été facile, mais je ne vais pas ici raconter cette histoire. Les dernières questions? Je voudrais juste dire un petit mot pour rebondir sur ce que Catherine Tourret-Turgis vient de dire, c'est que ce n'est pas qu'un conte de fées, puisque notre présidente est passée par les mains de Catherine et qu'elle est maintenant ingénieure en éducation thérapeutique et que ce diplôme lui a permis de retrouver une voie professionnelle qu'elle avait perdue parce qu'elle avait des douleurs qui l'empêchaient de travailler. Donc voilà, ça existe dans la vraie vie, c'est pas que de la théorie, ça marche. Excusez-moi, ça marche là? Oui. Alors bonjour, moi je suis infirmière de ressources douleurs. Je suis très contente de voir que les patients militent pour prendre leur place au sein de l'hôpital. C'est à mon avis un gros problème de la médecine, bon, je pense dans tous les pays. Je voudrais juste poser la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place pour les patients qui n'arrivent pas à prendre la parole. Donc là vous êtes tous des gens d'association. Vous arrivez à parler, à prendre votre place, mais il y a des tas de gens dans les services, dans les soins, dans le système de soins, qui n'arrivent pas à se faire entendre et qui n'ont pas les ressources pour se saisir de la parole. Donc je voudrais savoir ce qu'on peut mettre en place pour ces patients-là. Juste 2 mots. Donc à l'AFVD, on a une plateforme téléphonique d'écoute, un numéro 0810 510 310 où des patients experts formés à l'écoute téléphonique écoutent les patients qui sont en détresse et qui n'arrivent pas à trouver de solution. On fait également des permanences d'accompagnement dans plusieurs régions, généralement auprès des structures de prise en charge de la douleur, où là aussi on reçoit individuellement les patients, où on forme des petits groupes de parole. Voilà, et puis donc le programme d'éducation thérapeutique vient compléter tout ça. Le plus dur, effectivement, c'est de sortir les patients de leur isolement. C'est pas simple, ça ne se fait pas en un jour. Il faut vraiment que la personne comprenne ce qui lui arrive, d'où l'intérêt d'être écoutée et d'être bien informée. Il faut qu'elle comprenne ce qui lui arrive, qu'elle fasse le deuil d'une vie qu'elle menait et qu'elle ne peut plus mener. Et voilà, c'est un chemin. Il faut effectivement libérer cette parole. On essaie de mener des actions de communication dans tous les congrès de professionnels aussi pour que ces actions soient connues. Et on fait aussi des interventions dans les entreprises pour parler de la douleur chronique au travail. Alors pas la douleur chronique qui est générée par le travail, mais celle qu'on amène avec soi quand on vient travailler, où là on sensibilise tout le public en fait, et dans ce public on sait qu'il va y avoir des patients douloureux chroniques, statistiquement il y en a toujours, et puis aussi les collègues et la ligne hiérarchique. Moi, et ça permet de libérer un peu la parole. Moi, je voulais, vous parliez des patients qui ne peuvent pas s'exprimer.
Et d'autres ici pourraient évidemment en parler, et le docteur Saravan pourrait vous répondre sur cet aspect-là. Voilà, il suffit qu'il lève la main pour qu'il vous fassiez une connexion entre vous. Mais ces questions-là, c'est un chantier qui est absolument immense, et il y a un enjeu de recherche extrêmement important sur comment justement identifier, traiter, accompagner les personnes elles-mêmes et leur entourage pour ceux qui ont des difficultés importantes de communication. Et ça reste encore un chantier largement ouvert, hein, malheureusement. Voilà, mais je crois que ce qui a pu être fait il y a quelques années sur le nourrisson peut être une source d'inspiration importante. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, se dire, comme souvent, un des enjeux, par exemple, de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, c'est de faire en sorte que tout l'hôpital s'engage à ce que les patients puissent librement pouvoir poser des questions. Il y a notamment un des éléments, c'est qu'on rêve évidemment dans les hôpitaux qu'il y ait un badge. Avez-vous une question à me poser, inscrite sur tous les soignants? Avez-vous une question? Ce qui est un engagement, je vous rappelle quand même combien vous êtes impressionnant, hein, quand vous êtes à l'hôpital, même en ville. Hein. Vous avez plein de savoirs, vous avez des diplômes jusque-là, vous avez une expérience professionnelle extraordinaire. Vous posez une question qui apparaît pour nous toute simple, et donc pour vous, on se dit qu'elle est trop simple, donc on ne veut pas vous déranger. C'est un enjeu majeur de la dialogue dans la relation de soins. Donc si tout l'hôpital s'engage à se dire « toutes vos questions sont bonnes à prendre », je pense que ça peut faciliter, notamment vis-à-vis de l'entourage sur la question. Et la douleur fait partie des questions ou des questions qu'on n'ose pas poser, sauf dans une situation critique. Donc, engagement de l'hôpital, recherche sont, à mon avis, deux moyens de répondre, mais c'est à terme, malheureusement, mais un dialogue tout de suite possible au sein de ce congrès. Merci à vous. Je voudrais compléter. Merci si Thomas. vous permettez. Non, on va arrêter parce qu'après il faut qu'on tienne les délais. En tout cas, merci beaucoup. Et donc on se retrouve dans une demi-heure pour la deuxième session.